Même, il y a un super talk sur Pulumi. Il faudra rattraper ça sur YouTube, hein. Ou alors il faut y être maintenant. Moi personnellement, j'irai regarder ça sur YouTube. Même si je connais un petit peu la techno, parce qu'on a déjà fait un talk dessus il y a 4 ans au moins. Aujourd'hui, on va vous parler de SSH. Qui est dev dans la salle? Levez la main. Ok, parmi ces devs, qui fait très rarement du SSH ou enfin vraiment de façon très basique, on va dire. D'accord. Les autres, vous pensez fluent en SSH, quoi. Ok. Une petite présentation, Laurent? Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Laurent Grangeau, je travaille chez Google en tant que Solutions Architect depuis plus de 2 ans maintenant. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @LaurentGrangeau. Je suis sur GitHub, je suis sur Twitter, X. Blue Sky, Mastodon? Blue Sky, Mastodon, ce que tu veux. Threads? Hein? Threads. Okay, Instagram. Okay. Et moi je suis Ludovic Pio, je suis depuis l'été dernier, je suis CTO dans une société qui s'appelle Dionix, qui fait essentiellement de la data résilience, donc tout ce qui est stockage et cybersécurité autour de la data, et du stockage de la data et du backup. D'abord, évidemment, merci à Tourentech de nous accueillir. C'est, je crois, la 3e fois qu'on joue ce talk. Et merci aux sponsors de permettre encore une fois une belle conférence communautaire. C'est important. Ces conférences qui se font comme ça en région. On ne parle pas de Devox France qui est vraiment le mastodon, mais les conférences qui se font en région, que ce soit Brestcamp, Snowcamp, Tourentech, c'est quand même des super conférences. Et nous, on apprécie beaucoup de venir speaker dans ce genre de conférences. Alors, SSH. Je vais passer assez vite là-dessus parce qu'on a un contenu qui est quand même assez dense pour tenir en 50 minutes. Bon, SSH, grosso modo, vous savez, hein, c'est un outil qui a été créé en 1995 par Tatu Hilonen. Il était donc suédois et c'est maintenu, enfin, c'est dans l'égide de l'IETF. C'est évidemment de l'open source et vous savez bien que c'est un outil qui s'articule autour d'un mode client-serveur, hein, d'un pattern client-serveur, avec l'initiation de la connexion qui se fait par le client. Vous connaissez le fait qu'il y a plusieurs implémentations. Évidemment, si vous êtes sous Windows, vous êtes l'utilisateur de PuTTY probablement. Et puis, si vous êtes sous Linux, vous utilisez probablement OpenSSH. Il y a des compétiteurs qui entrent un petit peu dans le game. Je ne sais pas si vous les connaissez. Qui connaît Mosh? D'accord, Mosh, c'est un outil qui est essentiellement fait pour pouvoir faire du SSH sur des réseaux un peu hostiles où il y a beaucoup d'interruptions réseau. Ça a été inventé essentiellement lorsque les réseaux cellulaires n'étaient pas dans un état exceptionnel. Et donc ça permet de faire de la reprise sur incident. Voilà. Et puis il y a Teleport aussi. Qui connaît Teleport? Ok. Alors, Teleport, en fait, c'est un client SSH qui se présente sous la forme d'un client web. Et ce client web, en fait, va interagir avec le serveur SSH de façon à ce que ce soit le serveur SSH qui initie la connexion SSH. C'est très intéressant quand on veut faire des interventions sur des serveurs qui sont évidemment en data center et qui ont la sécurité périmétrique qu'on connaît tous. Donc c'est un outil qui est quand même de plus en plus répandu aujourd'hui sur des infrastructures agiles quand on veut faire du SSH. Bon, globalement, je ne vais pas revenir trop sur les fonctionnalités, vous les connaissez, hein, on peut aller faire du proxy jump, donc c'est-à-dire se brancher sur un premier serveur et rebondir depuis ce serveur sur un autre serveur. On peut faire du tunneling, faire du port forward, ce genre de choses. Je ne reviens pas trop dessus. Vous connaissez probablement ça un peu par cœur. Le truc qui fait la spécificité de SSH, c'est surtout évidemment le fait qu'il est secure. C'est un secure shell. Et alors en fait, quand on parle de sécurité, encore une fois, je ne vais pas paraphraser le slide, hein, il y a des infos dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a en fait 3 couches de sécurité. On a la première couche qui est l'authentification du serveur. Alors je ne parle pas d'identification, on verra tout à l'heure que d'un point de vue identification, c'est autre chose. C'est-à-dire on authentifie le serveur. C'est-à-dire en gros, on sait que le serveur qui nous présente un certificat nous présente un certificat valide. C'est tout ce qu'on sait. Par contre, ça peut être n'importe quel serveur qui nous présente ce certificat. Ça peut être un man in the middle qui nous présente ce certificat. Il y a aussi une notion de confidentialité et d'intégrité au sens où, une fois que la connexion est établie, évidemment la communication se fait à travers un tunnel chiffré, on va dire, un chiffrement de la donnée et une intégrité de la donnée. C'est-à-dire qu'à chaque paquet émis,
on a une signature du paquet qui prouve son intégrité. Donc de ce point de vue-là, en fait, d'un point de vue couche de transport, c'est plutôt correct. On a aussi une authentification, encore une fois, de l'utilisateur, ce qui ne veut pas dire une identification de l'utilisateur, encore une fois. Il est donc identifié, authentifié par le serveur au sens où le user présente un secret qui est, en toute logique, sa clé privée. Enfin, plus exactement, il présente un hash. Et derrière, en fait, le serveur est en capacité de vérifier ce secret. Et puis, on a le tunnel de communication donc, qui est chiffré. Je vous en ai parlé juste avant. OK. Oui, on peut avoir évidemment du multiplexage au sein de SSH. On va faire un petit peu de crypto avant de passer la main à Laurent pour la partie un petit peu tooling. Alors évidemment, on ne parle pas ni de cryptage, ni de chiffrage, ni d'encryption, on parle de chiffrement. Alors, ça repose la sécurité dans SSH. SSH a une architecture modulaire, donc en fait, on a différents protocoles de chiffrement d'une part et différents protocoles de sécurité d'autre part. Mais globalement, on va le voir tout à l'heure, on aura une petite séquence, un petit diagramme de séquence pour expliquer un petit peu les différentes interactions entre le client et le serveur. Mais globalement, en fait, la sécurité dans SSH repose sur deux grands principes cryptographiques qui sont le chiffrement symétrique et asymétrique. Le chiffrement symétrique, grosso modo, on a une clé qui est partagée par le client et par le serveur, c'est le secret, et cette clé, en fait, permet de chiffrer la donnée, l'information qu'on veut faire transiter entre l'un et l'autre. Comment ça se passe? Alors évidemment, la grosse faiblesse de ce principe, c'est que si la clé fuite, si le client et le serveur ne sont pas les seuls détenteurs de cette clé, globalement la sécurité se casse la gueule, puisque grosso modo on n'est plus capable ni d'authentifier le serveur, enfin on n'est plus capable de garantir que le serveur est bien celui qui s'authentifie, que le client est bien celui qui s'authentifie, et que la donnée est bien intègre, puisque globalement la clé a fuité, donc n'importe qui peut avoir forgé un paquet. Donc ça c'est la faiblesse principale. La grosse force en fait c'est que l'implémentation en fait est assez simple, puisque grosso modo ça va se positionner, enfin ça va se baser essentiellement sur la manipulation des données à chiffrer. Comment ça se passe? Grosso modo, la donnée est découpée en blocs. On rajoute derrière ça le secret dans un certain nombre d'occurrences. Et après cet ajout, on a tout un tas d'opérations. Alors ça dépend de l'algorithme, mais on a tout un tas d'opérations de manipulation, de rotation de blocs, de translation de blocs, etc., etc. Le chiffrement asymétrique, lui, il se base sur un principe qui est assez différent, qui consiste en fait à avoir un secret qui est une clé privée. Cette clé privée, elle ne transite pas. Donc en fait, de ce point de vue-là, on fait sauter, enfin en tout cas, on amoindrit considérablement la principale faiblesse du chiffrement symétrique, qui est la fuite éventuelle de la clé, d'autant que cette clé est partagée dans le cadre du chiffrement symétrique. Dans le chiffrement asymétrique, la clé privée, c'est-à-dire la clé secrète, elle n'est pas partagée. Donc en fait, on amoindrit considérablement la faiblesse du modèle de sécurité, puisqu'il faut juste s'assurer que le détenteur du secret reste l'unique détenteur du secret. Donc de ce point de vue-là, ça amoindrit quand même pas mal les faiblesses au niveau de la sécurité. Cette clé privée, elle est capable de forger une clé publique. Cette clé publique va être diffusée à son interlocuteur, au tiers. Donc le client va pousser sa clé publique auprès du serveur. Et inversement, le serveur va pousser sa clé publique auprès du client. À partir de cette clé publique, le détenteur de la clé publique va être en capacité de faire un chiffrement d'une information, d'une donnée, à travers un algo de chiffrement, je ne vais pas trop revenir dessus, et la pousser à son tiers, c'est-à-dire au détenteur de la clé privée. Seul le détenteur de la clé privée est en capacité de déchiffrer l'information. Donc de ce point de vue-là, on a vraiment quelque chose qui permet d'authentifier le récipiendaire du message chiffré, quelque part. C'est lui qui est la garantie du fait qu'on a la bonne destination. Et évidemment, la clé publique ne sait pas déchiffrer l'information que la clé publique a chiffrée, et la clé publique ne sait pas déchiffrer l'information que la clé privée a chiffrée. Voilà. Les algos sont plus complexes, ils sont plus lents aussi à mettre en place, et puis malgré tout, il reste un sujet qui est de diffuser la clé publique. Alors au niveau des algos de chiffrement asymétrique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça repose essentiellement sur un principe mathématique,
alors qui existe en gros en 2 versions, qui est la factorisation des nombres entiers ou le problème du logarithme discret. Grosso modo, ce sont des algorithmes qui consistent à se dire, si on prend un chiffre aléatoire suffisamment grand, alors je reviens juste un petit peu en arrière. Le point important dans ces affaires-là, c'est évidemment qu'il ne faut pas que la clé privée soit leakée. Mais il ne faut pas non plus que la clé privée soit devinée. Or, on comprend bien qu'il y a une relation intrinsèque entre la clé privée et la clé publique, puisque la clé privée a généré la clé publique. Donc il faut absolument que l'algorithme qui permet de générer cette clé publique ne puisse pas être reverse de façon à retrouver ou de deviner la clé privée depuis la clé publique. Et les algos de chiffrement asymétrique, et en particulier les algos de génération de clés, c'est un des gros enjeux qu'ils ont à mettre en œuvre. Et donc, en fait, ces fameux principes de factorisation des nombres premiers, c'est globalement de dire, quand on a un chiffre entier suffisamment grand, on a une capacité à retrouver l'un des 2 nombres premiers, enfin, ça peut être un produit de 2 autres nombres entiers. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'à partir de ce nombre entier très grand, n, si on connaît P, on peut retrouver Q, mais pas inversement, mais pas l'inverse. Okay ? Et donc, plus le n est grand, et plus il est difficile de déduire P depuis Q et inversement. Alors, sachant qu'aujourd'hui aussi, on a des problématiques de chiffrement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quantique et d'algorithme de Shor, mais c'est l'un des algorithmes les plus connus en quantique. Il faut savoir que le RSA, dans ce que vous voyez le plus à gauche de l'écran, aujourd'hui, on ne sait pas trop encore le déchiffrer, mais les hackers ou les gouvernements stockent le maximum de données chiffrées pour que dans le futur, quand on atteindra la suprématie quantique et qu'on saura déchiffrer rapidement des grosses masses de données ultra rapidement, on le fera. D'accord ? Donc le RSA, et de toute façon tous les algorithmes que vous voyez là, ne sont pas résistants à des attaques quantiques. Et si vous regardez un petit peu les papiers, les white papers qui sont publiés aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des post-quantic algorithms qui ont été publiés l'année dernière, je crois. Et c'est des trucs tellement plus compliqués que je ne comprends absolument plus rien. Ça parle de 27 dimensions, je n'ai rien compris. Alors en fait, comment fonctionnent les techniques de brute force et donc derrière, qu'est-ce que le quantique permet de démultiplier au niveau de la brute force? C'est que autant les algos que je suis en train de vous expliquer ne permettent pas de retrouver la clé privée depuis la clé publique. Il faut bien comprendre un truc, je ne l'ai pas dit explicitement, mais la clé publique, elle est diffusée à éventuellement n'importe qui, elle est publique. Donc en fait, on peut la diffuser chez n'importe qui. Quand vous posez une clé publique dans GitHub pour pouvoir aller faire un git clone, par exemple, cette clé publique, elle est librement accessible à travers une requête HTTP. Il n'y a même pas besoin d'être logué sur GitHub pour aller la chercher. Donc vos clés publiques, elles sont vraiment publiques. D'accord ? N'importe qui peut aller la chercher. Et donc en fait, autant ces algos ne permettent pas de retrouver la clé privée depuis la clé publique, en appliquant un espèce d'algo inverse, autant par les techniques de la brute force, on peut faire l'hypothèse d'une clé privée et regarder si, en générant une clé publique, on retombe sur la clé publique dont on dispose. Et donc, en fait, en faisant un très grand nombre d'hypothèses, par brute force, on peut éventuellement, statistiquement, retomber sur la même clé publique. Statistiquement. Toute la question, c'est quel effort il faut faire en termes de nombre d'hypothèses et de régénération de potentielles clés publiques pour matcher avec la clé publique dont on dispose vraiment. Et à partir de là, en fait, sur l'hypothèse de la clé privée qu'on a faite en brute force, on peut se dire, ok, cette hypothèse-là génère bien une clé publique qui est la même clé publique que celle dont je dispose vraiment, et donc j'ai donc déduit par hypothèse la clé privée. Ce que permet le quantique, c'est qu'en fait, ça allège considérablement l'effort. Alors, ça reste avec des guillemets, il faut avoir des ordinateurs quantiques pour faire ça, mais globalement, ça allège beaucoup l'effort de brute force. Puisque grosso modo, en fait, le quantic computing repose sur le fait qu'on peut tester un grand nombre d'hypothèses en simultané. Bon, c'est pas du parallèle computing, c'est vraiment un même calcul peut produire des résultats pour plusieurs hypothèses en même temps. Voilà. Donc le RSA, aujourd'hui, il résiste encore à la brute force sur des clés, donc avec des N qui font 4096 bits.
2048, ça commence à être un peu faiblard, avec la puissance de calcul qui est disponible en particulier dans le cloud public, et avec les cartes graphiques les cartes graphiques de calcul. Et donc en fait, il y a un deuxième algo, on va dire, enfin, il y a d'autres algos qui sont en place, et en particulier, je vais pas parler du DSA, je vais vous parler de l'ECDSA, qui consiste à se dire, ok, au lieu de prendre en fait un produit, au lieu que l'opération mathématique qui nous permet de faire la relation entre la clé privée et la clé publique, ce soit un produit, une multiplication, on va utiliser une autre fonction mathématique qui est l'exponentiation, l'exponentielle. D'accord? Et donc en fait, l'exponentielle, sa fonction inverse, c'est le logarithme. Okay, et là, pour le coup, autant le DSA prenait juste des nombres entiers dans l'ensemble des entiers, autant, et donc il a été percé assez vite, donc en fait cet algo-là n'est plus à utiliser parce qu'il a été cassé, autant le CDSA et le D25519 sont des dérivés où on ne se base plus sur l'ensemble des entiers, mais on se base sur un sous-ensemble des entiers qui se balade sur une de ces fameuses courbes elliptiques là, dont vous avez une représentation. Donc en fait, on va prendre un entier sur cette courbe elliptique, et sur cette courbe elliptique, en fait, suivre cette courbe elliptique présente un aléa par rapport à une tentative brute force qui est suffisante pour rendre cet algo, pour l'instant, incassé, non cassé. Voilà. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'algo qui reste pertinent contre la brute force, c'est le D25519, où on suit donc une courbe elliptique tordue d'Edwards. Donc, c'est cette fameuse courbe que vous avez sous les yeux. Donc, c'est en plus pas n'importe quelle courbe elliptique. Voilà. Grosso modo, comment se fait la séquence d'initialisation? On a d'abord une phase de négociation où le client vient faire coucou au serveur, le serveur lui dit voilà les algos de chiffrement dont je dispose, et à ce moment-là, le client choisit un des algos dont lui-même dispose, de façon à pouvoir se parler. Ensuite, on fait un échange de clés publiques, on va revenir dessus. On passe l'algorithme de Diffie-Hellman-Kex, et donc je vais vous expliquer ce que c'est. Et ensuite, on a le tunnel SSH qui est mis en place. À partir de là, on peut faire une demande de connexion SSH au serveur. Et à ce moment-là, en fait, on a un début de transmission d'informations, je vais vous en parler juste après. Comme je vous l'ai dit, alors, chose importante, la communication SSH, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du chiffrement asymétrique, c'est intéressant parce qu'on ne fait pas fuiter les clés, et il y a du chiffrement symétrique, c'est intéressant parce que les algos sont plus véloces pour faire du chiffrement-déchiffrement. Donc en fait, quand vous faites du SSH, vous utilisez une clé symétrique. Je répète, parce que ça peut être bizarre par rapport à vos habitudes. Quand vous faites du SSH, vous utilisez une clé symétrique. D'accord? La clé asymétrique ne sert qu'au transit de la clé symétrique. Plus exactement, à sa génération. Sa génération, elle est schématisée sur le petit schéma que vous avez à droite. C'est le fameux algorithme de Diffie-Hellman-Kex qui consiste grosso modo à fabriquer une clé chiffrée symétrique, d'accord, qu'on veut être privée. Évidemment, on ne veut pas qu'elle fuite, donc elle doit être partagée par le client et le serveur. Et la meilleure façon pour qu'elle ne fuite pas, c'est qu'ils ne se l'échangent pas. C'est la clé marron. Vous voyez que la clé marron, à aucun moment, le client et le serveur ne se l'échangent. On a donc une clé, une information privée qui est l'information jaune, qui va être notre data de base. On s'en fout, c'est un nombre entier la plupart du temps. On a une clé privée asymétrique, donc ça c'est la fameuse clé que vous forgez en SSH Keygen, qui est côté client orange et côté serveur verte, d'accord. Et vous avez les clés publiques qui sont l'espèce de orange clair là et le bleu ciel. D'accord? Là, on a un échange de clés publiques, le fameux truc qu'on a quand on fait le known host, le yes, etc. Ça, c'est l'échange de clés publiques asymétriques. Et à partir de ces clés publiques, les deux instances, enfin les deux tiers, sont capables de se forger la même clé symétrique, d'accord, qui va être utilisée pendant la communication. Ensuite, les clés asymétriques, donc les clés publiques, ne sont utilisées que pour signer les paquets. Donc en fait, quand vous transférez un paquet entre un client et un serveur ou inversement, vous utilisez la clé symétrique pour chiffrer globalement l'ensemble de l'information, l'ensemble du paquet, et vous utilisez la clé asymétrique publique
que votre tiers vous a transmis pour signer le paquet. Okay. Voilà comment ça se passe. Vous saviez tout ça? Voilà, je savais bien qu'il pouvait servir à quelque chose ce talk. Globalement, alors je vous passe très rapidement parce que ça, je pense que vous le connaissez par cœur. Pour forger une clé SSH keygen, -T, le -T, ça permet de choisir l'algorithme de génération de clés et donc l'algorithme de chiffrement. RSA, donc si vous faites du RSA, -B 4087 impératif, et puis vous lui donnez un nom, etc. Vous savez qu'à ce moment-là, vous pouvez gigoter la souris, saisir une passerelle, ce genre de truc. Grosso modo, ça introduit de l'aléa dans la génération du fameux nombre entier qui va servir, vous savez, dans le fameux algorithme n égale p fois q. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et donc, en fait, on a la représentation sur le côté. Comme vous le voyez, on peut, à travers le SSH keygen, on peut extraire la clé elle-même, comme on peut en faire un cat simplement. Il y a différents formats de stockage de ces clés, parce que évidemment, à partir du moment où il y a des clés qui doivent être privées, la question de comment on les stocke se pose. Est-ce qu'on les stocke en clair? Est-ce qu'on les stocke de façon chiffrée? Si on les stocke de façon chiffrée, on les chiffre avec quoi? Avec quel algorithme? Où est-ce qu'on conserve le secret qui permet de chiffrer cette clé? Enfin bref, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Il y a différents formats, j'imagine que vous les connaissez. PPK est utilisé par PuTTY, PEM est utilisé la plupart du temps dans plein de domaines, en particulier avec OpenSSL. Bref, je ne reviens pas là-dessus. Chose importante, la fameuse clé symétrique qui est utilisée pendant la communication, il y a une rotation qui se fait. Et si vous regardez ici, alors je ne sais pas si on peut zoomer, enfin si vous, alors c'est marqué en plus gros ici, en fait dans la log, quand vous faites une connexion SSH, dans la log vous avez ce fameux requête limit 1G1H, okay, qui permet de se dire, ok, en fait, au bout d'une heure, la clé, elle tourne. Et donc, en fait, toutes les heures, en fait, si vous avez une communication SSH qui tient pendant plus d'une heure, grosso modo, il y aura une rotation de clé. Pour éviter, pour parer à toute fuite de cette fameuse clé symétrique partagée par le client et le serveur. Voilà. Au niveau de la diffusion, il faut faire des copies de fichiers. Hein. Donc, si on veut projeter une clé, si on veut filer une clé publique à un serveur, globalement, il faut faire une copie de fichier vers le serveur. En termes de confidentialité, on s'appuie sur des droits fichiers, hein, les droits Hugo ou ce genre de choses. Enfin, de base, hein, je veux dire, il n'y a aucune sécurité particulière dans la toolchain de base SSH pour gérer ce genre de choses. Pour révoquer, c'est pareil. Hein, pour révoquer une clé, il faut la supprimer. Il faut la supprimer de known host, de authorized keys. Enfin, voilà, ce genre de trucs. Et puis, pour la rotation, au niveau des clés asymétriques, c'est bit et couteau. Okay, donc on voit que autant l'outil lui-même pour la communication et tout, ça fait le job, autant pour tout ce qui est gestion du secret, gestion de la clé, etc., c'est quand même pas la fête, quoi. Et puis donc là, en fait, au niveau de la configuration, on voit qu'on peut poser la fameuse rotation de clé, en particulier ici, là, au niveau du serveur. Ok. Voilà. Tu t'y mets? Yes. Yes. Donc on a fini la partie théorique de comment ça fonctionne SSH, les entrailles avec Diffie-Hellman et compagnie. Et comme la moitié de la salle à peu près, moi je suis un background développeur. Alors vous avez compris hein, en disant tout ce qu'il dit, lui il est Ops plutôt, donc il gère formidable. Moi je suis plutôt dev et du coup quand je suis arrivé la première fois sur le portail du cloud, on m'a dit tu veux télécharger quelle clé, quel algorithme, quel packaging, etc. Je me dis mais en fait ça correspond à quoi le PM, ça correspond à quoi le PPK, ça correspond à quoi le RSA, le DSH, prend quoi, c'est quoi le mieux, c'est quoi le plus sécurisé, etc. Et surtout, en fait, on s'en fout. Enfin, je veux dire, en fait, on ne veut pas avoir à le gérer, quoi. Mais bon. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec ces clés-là et je me suis dit, ok, bon, maintenant, je sais, j'ai ma clé privée sur mon poste de travail, je sais comment me connecter sur les serveurs avec des clés privées, donc SSH avec -i, etc., etc. Et je me suis dit, voilà, moi je suis dans le cloud, je génère des serveurs 10, 20, 30, 50, voire plus, et je pense à des ops qui gèrent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de serveurs. Et je me suis dit, comment on fait pour gérer toutes ces clés-là, comment on fait pour les stocker, comment on fait pour les diffuser de manière sécurisée? Parce que comme l'a dit Ludo, des fois on n'a pas d'autre moyen que de copier des fichiers, et copier des fichiers, on ne sait pas trop comment. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à comment on faisait sur toute la toolchain.
Et je me suis dit, me suis retrouvé avec pas mal de choses côté Ops où j'ai dû creuser. Et je voulais un peu vous partager un petit peu toute la toolchain qu'on avait aujourd'hui pour pouvoir être sûr et certain que c'est la bonne personne qui va se connecter au bon serveur et de manière sécurisée. Alors déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le fingerprint. Le fameux fingerprint, c'est quand vous faites un SSH de votre machine. Donc là, sur Gearbard, on a un tout premier message qui est marqué « Authenticity of host Gearbard can't be established ». Est-ce que vous trustez le fingerprint? Alors généralement, on met oui, mais on ne sait pas trop pourquoi. Alors il faut savoir que le fingerprint, ça correspond au hash donc le SHA-256 de la clé publique qui a été encodée en ED de 25519. Donc si vous avez de la clé publique sous la main et que vous pouvez comparer les hashes, c'est bien, et c'est ce qu'il faut faire. Grosso modo, là, en fait, ce qu'on est en train de dire, enfin, ce que Laurent est en train de dire, tout à l'heure, j'ai insisté un petit peu sur le fait que le serveur n'était pas identifié, il était authentifié. Ça, c'est la seule garantie, c'est-à-dire que le moment où on dit yes, c'est le moment où nous, en tant qu'utilisateurs, on garantit que, ouais, en fait, dans cette fenêtre temporelle, on est absolument sûr que celui qui nous a présenté la clé, celui qui nous a présenté le fingerprint, c'est bien le serveur qu'on voulait taper. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on identifie le serveur. À aucun autre moment on le fait. Et du coup, ce SSH fingerprint, il peut être stocké dans une zone DNS qui s'appelle le DNS SSH FP. Et donc vous voyez que sur le DNS pour Gearbard, ici, on a la clé, le hash de la clé publique, et on peut vérifier. Alors il faut savoir que on est capable aussi de vérifier directement avec un SSH keygene -r avec le nom de la machine, le fingerprint public, et donc du coup on peut comparer les deux, et si jamais on voit que ça mismatch, que le DNS fournit un autre fingerprint que celui qu'on reçoit, potentiellement la machine n'est pas la bonne, la machine s'est fait hacker, et du coup il ne faut pas mettre yes, et il faut surtout prévenir son ops préféré. Voilà. Du coup on a la fingerprint, et quand on regénère, soit par réinstallation de OpenSSH, soit par reformatage du serveur, soit n'importe quoi. Donc quand on regénère les clés publiques et privées du serveur, on a ce gros warning là, warning possible DNS spoofing detected, parce qu'on se rend compte que le fingerprint il a changé, et c'est à nous de révoquer l'ancien fingerprint et de réaccepter le nouveau. Donc c'est même travail, même démarche de dire ok, est-ce que tu es bien ok pour truster ça? Et en gros, c'est pour éviter tout ce qui est compromission d'un serveur. Et il faut faire nous-mêmes le travail sur l'effacement du fingerprint ou la vérification. Okay, donc ça, c'est le premier outil qu'on a à notre disposition. Et en gros, si à chaque fois je dois me connecter sur un serveur, donc imaginez, je gère des dizaines de milliers de serveurs, si à chaque fois que je dois me connecter sur un serveur, je dois accepter ou vérifier ce fingerprint-là, ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu long. Nous, chez Google, on n'a pas 10 serveurs, hein, on a des millions. Donc imaginez que pour un ops qui s'occupe de centaines de milliers de serveurs, c'est un peu compliqué. Donc on a plusieurs manières de faire. La première, c'est pour chaque utilisateur qui veut se connecter sur la machine, donc le .ssh/non-host, on rajoute le fingerprint dans le non-host. Vous imaginez la galère, Google en est 170 000, je n'imagine pas. Le deuxième, c'est qu'on passe le démon SSH avec le strict host key checking à no. Ça, il ne faut jamais le faire. Ou le troisième, c'est de l'inscrire dans le TCSSH non-host du serveur pour dire, ok, tout le monde qui veut se connecter à un serveur distant, comme on a accepté au niveau de la machine l'empreinte de la clé publique, ça va être sécurisé. Mais principe, c'est pas super top. Donc du coup, là, on commence à avoir une problématique de dire comment je fais pour gérer des clés de plusieurs dizaines de milliers de serveurs avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc on commence un petit peu à galérer. Alors il faut savoir aussi qu'il y a d'autres outils dans la toolchain, par exemple le Copy ID, qui copie la clé publique sur un serveur distant quand on a généré notre paire de clés publiques, clés privées. Pourquoi on fait ça? Pour que le serveur distant puisse accepter notre clé privée quand on veut se connecter. Et du coup, même principe. Alors quand on est sur le cloud, c'est un peu magique parce qu'on clique sur un bouton et tous les serveurs auront la clé publique pré-packagée. Quand on est sur les serveurs on-prem, il faut avoir un moyen de copier la clé publique directement sur le serveur. Et c'est là où intervient SSH Copy ID, où, même principe, on va copier de manière sécurisée la clé publique sur le serveur. Une première connexion, par contre, c'est on doit se connecter avec un login mot de passe. Donc ça veut dire qu'il y a une fenêtre de temps aussi qui est peut-être certes relativement courte, mais une fenêtre de temps où on a potentiellement
un login mot de passe qui traîne quelque part. Et quand on est sur des serveurs sur Internet, moi dans mon ancienne entreprise, on s'est fait pirater un serveur en 3 minutes. Parce que quelqu'un avait suivi un tuto et dans le tuto c'était marqué « mets comme mot de passe password ». Super. Du coup, il y a soit SSH Copy ID, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser, soit on fait manuellement, mais manuellement, vous comprenez aussi qu'on ne peut pas aller à mettre avec une clé USB, c'est un peu compliqué. Donc SSH Copy ID pour pouvoir justement stocker des clés publiques sur les serveurs distants dans lesquels on veut se connecter. Et là apparaît, je vous ai dit, plusieurs problématiques, plusieurs clés privées, plusieurs clés publiques, plusieurs serveurs. Comment on fait pour gérer tout ça? Un outil magique qui s'appelle SSH Agent, et qui est un petit peu fabuleux et magnifique. En gros, c'est quoi? C'est un helper qu'on démarre sur notre machine, donc en local ici, SSH Agent, ça marche sur Mac, ça marche sur Linux, et pas sur Windows, malheureusement, je crois que même pas ça existe, j'en sais rien. Et en gros, le but du jeu, c'est qu'on va ajouter l'agent toutes les clés privées qu'on veut utiliser. Par défaut, il ajoute les clés suivantes, le /home /SSH IDRSA, IDDSA, ECDSA, ED25719 et Identity. Normalement, les 4 premiers, vous savez ce que c'est maintenant. Le 5e, on verra plus tard. Et en gros, c'est le SSH Agent qui, lui, va faire le rôle de envoyer les clés privées, ou enfin présenter la clé privée au niveau du serveur et de négocier la transaction. La clé publique, tu veux dire? Négocier la transaction, il va présenter la clé privée au niveau du serveur. Même principe. Généralement, on nous dit, pour se connecter à des serveurs privés, d'abord tu te connectes sur un bastion, et ensuite tu te connectes sur les autres serveurs privés. Le problème avec ça, avec le bastion, c'est que généralement, si c'est mal fait, on va d'abord faire une première connexion sur le bastion, avec une clé privée locale pour se connecter au bastion, et dans le bastion, on va rebondir avec d'autres clés privées pour d'autres serveurs en privé, et donc du coup, il y a plein de problèmes, ne serait-ce que quand il y a un route, quelqu'un qui est route sur le serveur, il a accès à toutes vos clés privées, et donc du coup, il peut usurper l'identité de n'importe qui. Du coup, il ne faut pas faire du SSH sur le premier bastion, puis ensuite SSH sur le deuxième. Il faut faire du proxy jump. Proxy jump, c'est quoi? C'est tu fais un moins grand J sur le bastion passe de GarageBand of IT. Et en gros, c'est le SSH adjoint qui va se connecter d'abord sur le bastion, négocier la transaction, ensuite va demander au niveau du bastion de reconnecter au deuxième serveur sur lequel tu veux te connecter pour revenir te négocier la connexion sur ton serveur, sur ton bastion local. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de transfert de clés sur le bastion. Le bastion est juste une boîte vide, entre guillemets, qui fait passe-plat, donc proxy jump. Et ça, c'est beaucoup plus sécurisé que de faire des copies de clés non sécurisées sur des bastions qui traînent. Parce qu'on compromet un bastion, on compromet toute la sécurité même des serveurs privés. Et ça peut être super dérangeant. Donc c'est un espèce de SSO transitif pour pouvoir se connecter avec du proxy jump. Je vous ai dit aussi, avec SSH Agent, on doit mettre toutes les clés privées qu'on veut que le SSH Agent négocie par rapport au serveur sur lequel on veut se connecter. C'est là où arrive SSH Add, où en gros on va ajouter dans l'agent toutes les clés qu'on veut générer. Vous avez un GitHub underscore ED25519, vous avez un GitLab ED25519, vous avez un je sais pas quoi, je sais pas quelle clé privée. Vous pouvez l'ajouter avec les SSH Add dans l'agent. Et on peut lister toutes les identités avec un moins grand L où on voit la liste de toutes les clés privées dans l'agent sur le poste en local. Et avec un moins petit L, on peut voir tous les fingerprints, donc les fameux SSHFP de tous les serveurs. Et on peut voir un peu comment ça fonctionne. Même principe, en fait on se retrouve avec un trousseau de clés SSH Agent dans le poste. Pour information, Mac en a un qui est géré par mot de passe. Et c'est comme ça que vous pouvez négocier des connexions à GitHub ou GitLab ou SSH plus facilement que sur Linux si vous n'avez pas de portefeuille. Du coup, on a à peu près vu comment on pouvait se connecter, soit par rebond, soit de manière sécurisée, à un serveur avec une identité. Et là, on va se demander, at scale, surtout quand on fait du cloud, surtout quand on fait des serveurs, comment on fait? La problématique, at scale, c'est aussi dans le cloud, potentiellement, on a des serveurs qui sont temporaires. Une des best practices du cloud, c'est qu'un serveur qui est up and running depuis plus de 15 jours, c'est un serveur compromis. Donc il faut le renégocier, il faut le redémarrer, il faut le refaire. Je sais, je vais choquer des gens quand je dis ça, mais effectivement, tous les 15 jours, il faut détruire les serveurs, il faut les refaire. Du coup, comment on fait? Eh bien,
on a plusieurs problématiques. On ne peut pas stocker de manière sécurisée plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de clés. Et surtout, les clés ne sont pas associées à une identité. Si je me fais voler ma clé privée ou que je la donne à Ludo, Ludo peut se connecter en mon nom propre, avec mon login, sur le serveur et faire tout ce qu'il veut avec mon login. Du coup, moi je ne connaissais pas du tout cette notion-là. Il y a des notions de certificat SSH qui existent. Ça va beaucoup plus loin que la clé publique. Donc à gauche, vous avez la clé publique qui se présente en mode SSH RSA, la clé publique, un espace, un commentaire. Basta. À droite, on a le certificat qui contient déjà ce qu'on appelle un certificat racine signature. Donc ça va être une autorité parente pour toute l'organisation qui va générer tous les certificats. On a des extensions. On va autoriser ou interdire certaines choses. Par exemple, on va pouvoir interdire le X11 forwarding, donc le déport d'écran. Ça, on peut l'interdire dans le certificat. Et du coup, on ne peut même pas l'activer sur le serveur. On va avoir la gestion d'identité. Dans le certificat, on va avoir une identité propre, une ou plusieurs. On va avoir un TTL. Le certificat a une durée de vie. 1 mois, 6 mois, 1 an. Et du coup, tous les mois, par exemple, si c'est 1 mois, on doit régénérer un certificat pour être sûr et certain qu'on ne fait pas de compromission. Et on a des métadatas optionnels qu'on peut utiliser. Donc je vous ai dit, il y a un TTL. Donc les certificats expirent automatiquement. Et surtout que ça résout un petit peu tous les problèmes, ce qu'on appelle de TOFU, de Trust on First Use. Le Trust on First Use, c'est est-ce que vous êtes sûr d'accepter le fingerprint? Oui, non. Et ça résout ces problèmes-là parce qu'on peut tout gérer dans le certificat. Oui, comme je vous le disais, en fait, pour raccrocher les wagons par rapport à ce que je vous disais, grosso modo, le certificat, le principe d'utilisation est le même qu'avec les clés privées, clés publiques. Le certificat remplace la clé publique, sauf que dans le certificat, on a un certain nombre de métadonnées qui sont par cryptographie, qui sont considérées comme intègres. Donc en fait, dans le certificat, on peut porter des notions d'identification et des notions de TTL qui permettent la révocation. Et souvenez-vous, c'est deux des faiblesses du modèle de sécurisation par clé. C'est ça. Alors comment on génère des certificats? Alors la première chose à faire, c'est qu'il y a des certificats pour les machines, des certificats pour les humains. Donc la première chose à faire, c'est de générer ce qu'on appelle des certificats racines, des CA root. Okay, donc c'est au niveau de l'organisation, au niveau de l'entreprise globale. On a un CA root, on va générer, la première commande, c'est pour tout ce qui est host, et on va faire la même chose pour les users. Donc on va avoir un CA, comme dans le web en fait, on va avoir par exemple VeriSign, on va avoir Google, on va avoir Trust, je sais pas quoi, qui sont des CA. Okay, et à chaque fois que vous demandez un certificat, par exemple à VeriSign, vous allez générer un certificat intermédiaire par rapport à un CA root, et on va vous filer le certificat end-user. C'est la même chose là-dessus. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer des certificats par machine. Okay, donc là, on a Keygen SSH Host RSA Key, et on va utiliser la deuxième ligne. On va utiliser pas mal d'options, dont le plus 52 week, donc qui correspond à 1 an de durée de vie. Donc on a 1 an de certificat pour cette machine-là, et on est sûr et certain que ce certificat a été généré pour cette machine-là, puisqu'on a le nom de la machine dans le certificat. Donc du coup, on a un certificat qui porte une identité machine, avec une TTL, et on se retrouve avec un joli truc en dessous, là, dans le non-host, où on va autoriser tous les certificats qui viennent de The GarageBand of IT. Ça, c'est pour les machines. Au niveau des users, c'est pareil. On va générer des certificats par rapport à des CA routes de users. La petite différence, c'est que là, vous voyez qu'on a un plus 1D, qui est une journée. C'est-à-dire que le certificat est autonome, est autorisé pour une seule journée, et tous les jours, le certificat doit être régénéré pour pouvoir se connecter. Alors un jour, c'est peut-être un petit peu trop court, mais peut-être 1 mois, c'est pas mal. Mais du coup, on commence à avoir des choses qui sont assez intéressantes. Et je vous ai dit, on va lister les utilisateurs. Donc là, on a Fedora, donc le -n Fedora. On va autoriser l'utilisateur Fedora à se connecter sur la machine via ces commandes-là. Et donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, un certificat généré côté SSH. Donc on a donc la clé publique, le CA root qui a été signé, le fingerprint, l'ID, les principals, ça va être les users qui sont autorisés, donc là c'est Fedora. Et on a des extensions où là on a permis l'extension forwarding, l'agent forwarding, donc le fameux SSH agent, le port forwarding, les PTY, mais on peut surtout avoir des deny, donc deny extension forwarding, deny port forwarding.
Si c'est vraiment des machines à sécuriser fortement. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que même principe avec une clé publique, clé privée, c'est qu'un certificat, ça doit être stocké quelque part. Donc on ne va pas le stocker sur une autre machine. Un des stratagèmes qui est utilisé aujourd'hui, c'est de le stocker dans un LDAP. Donc on va créer un nouveau schéma dans le LDAP, qui va contenir le user et la clé, le certificat associé. Et en fait, à chaque fois qu'on va vouloir se connecter à une machine, on va rajouter la petite commande LDAP search avec l'object class, etc. et compagnie dans le démon SSH. Et du coup, ce qui fait que quand on va se connecter, quand on va taper la commande du user, on va aller taper directement le LDAP, on va récupérer la clé publique, on va pouvoir la comparer avec la clé privée qui a été montrée à quelqu'un, et on va pouvoir dire, ok, c'est bien le même user parce que c'est le même certificat, et donc du coup, ça va être vachement plus simple et vachement plus sécurisé. Et évidemment, la clé publique, elle est stockée dans le LDAP. Donc ici, on a la clé publique de user Fedora, donc le UID Fedora dans l'OU user, etc., etc. Donc ça, c'est quand même une grosse. Moi, je trouve que c'est vachement bien pour pouvoir gérer at scale des certificats qui sont quand même assez critiques au niveau de la sécurité. Un petit schéma pour vous expliquer aussi que avec HashiCorp Vault est capable aussi de générer à la volée, à la demande, des certificats de manière très short. Typiquement, le use case, ça va être de dire on veut se connecter sur un serveur, on va aller taper directement HashiCorp Vault qui va nous générer un certificat temporaire qu'on va aller envoyer sur les hosts et on va pouvoir s'authentifier directement avec un LDAP, un OIDC. Et on va se laisser passer ou pas par rapport à notre certificat. Donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a un point central où on va pouvoir gérer de manière très sécurisée plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de machines, voire dizaines de milliers. Globalement, là, en fait, que ce soit sur HashiCorp Vault, l'API serveur de Kubernetes propose aussi la possibilité de générer des certificats. Il y a une API pour ça. Toutes les PKI que vous trouvez, aussi bien des PKI managés que des PKI on-prem. Globalement, ça revient à se dire, ok, en fait, on fait porter l'effort de gestion des secrets publics. Alors, c'est pas des secrets en l'occurrence puisqu'ils sont publics, mais des clés publiques, en l'occurrence des certificats publics. On fait porter ça en fait par des outils dont c'est le rôle. Ça facilite beaucoup par rapport à juste la ligne de commande qui te forge la clé publique juste à la one again unitairement. Alors, même principe est sur le cloud, comment on peut s'authentifier et se connecter à des différentes machines. Je vous l'ai dit, on est dans le cloud. Le cloud, c'est quelque chose qui est magique parce qu'on peut littéralement piloter via des API. Il y a deux façons de l'appréhender. Moi, une façon que j'aime bien, c'est les infrastructures immuables. On fait par exemple une Golden Image avec Packer qui va contenir directement la clé dans la Golden AMI. Du coup, à chaque fois qu'on démarre un serveur, on va avoir toutes les clés. Et du coup, c'est super intéressant pour démarrer. Pas très sécurisé parce que même principe, si ça fuite, ça fuite. Et on peut stocker par exemple, on peut utiliser Cloud Init, qui est un petit programme qui va se lancer au démarrage de la machine pour reconfigurer directement les clés. Et c'est ce que font en fait les cloud providers aujourd'hui. Quand la machine va démarrer, il va récupérer dans les métadatas, donc le 169.164.169.164, metadata serveur, la clé publique directement, il va l'injecter via le Cloud Init et du coup c'est comme ça que vous pouvez vous connecter avec votre clé privée qui a été générée côté cloud. Laurent dit c'est pas très sécure d'embarquer les clés dans la Golden Image. On est bien d'accord, il s'agit des clés publiques, il s'agit juste de faciliter l'effort de dispersion des clés publiques sur les différentes instances de serveurs qu'on veut requêter. Il ne s'agit pas de stocker les clés privées ou de les générer a priori et puis de les injecter ensuite dans l'image, bien entendu. C'est ça. Déjà, ça poserait un problème, ça voudrait dire que tous vos serveurs, toutes vos instances de serveurs partagent la même clé privée, ce qui serait vraiment un gros problème en fait. Et en termes d'infrastructure muable, changeable, modifiable, on a des outils comme Ansible qui vont diffuser en masse les clés publiques. Et côté GCP, donc côté Google, on a OS Login qui va injecter la clé publique au moment du login et on va pouvoir gérer de manière sécurisée côté console GCP toutes les clés publiques et surtout mettre des droits IAM donc, pour pouvoir gérer tout ça.
Du coup, j'en ai parlé. Voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça gère le cycle de vie des comptes Linux. Il y a les rôles IAM associés. Ça met à jour automatiquement les autorisations. Il y a quelques manipulations sur le serveur pour pouvoir faire mémuse avec. Et on va modifier un peu les options d'OpenSSH pour pouvoir aller récupérer sur un LDAP interne avec des plugins PAM. C'est comme ça que ça fonctionne. Ludo, un petit mot sur What's Next? Ouais, alors en fait, il se trouve que comme vous le voyez, il y a un truc qui est tout frais qui vient de sortir. Il y a une publication de la part de l'Université de Cornell pour préparer la descendance de notre SSH V2 bien aimé. Ça date du 12 décembre, donc c'est vraiment tout jeune. Hein. Globalement, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, nos infrastructures, elles sont de moins en moins on-prem, avec le fameux modèle de sécurité, avec la sécurité périmétrique, etc., qui était très adapté en fait à faire du SSH dans l'ancien temps. Mais aujourd'hui, en fait, on a des architectures qui sont distribuées chez différents providers, avec des serveurs éphémères, etc. Et on voit bien que le modèle de sécurité, on va dire SSH de base, même si on voit qu'il y a une toolchain qui commence à s'étoffer et qui commence à devenir à peu près sérieuse, on voit bien que c'est pas complètement au clair. D'autre part, aujourd'hui sur les infrastructures modernes, très clairement, les flux réseau qu'on sait vraiment correctement gérer, ce sont les flux HTTP. Et donc en fait, SSH3, c'est une proposition de réimplémenter SSH au-dessus de protocoles de transport qui sont différents, qui ne sont pas du TCP/IP, mais qui sont du QUIC, donc de l'UDP, avec du TLS 1.3 et du multiplexage à travers du HTTP3, avec de la réémission de paquets perdus, ce genre de choses. C'est écrit en Go, il y a un dépôt GitHub qui est dispo. Et le gros avantage d'un point de vue sécurité, c'est que, en fait, c'est du HTTP, quoi. Hein, donc, grosso modo, on va pouvoir faire de la MTLS, de la présentation de certificats, et puis s'appuyer aussi sur tous les frameworks de sécurisation tiers, comme OAuth, OpenID Connect, etc., etc. Voilà, c'est tout en conservant quand même alors je ne vais pas dire une rétrocompatibilité parce que je ne suis pas descendu dans le code pour voir, mais en tout cas des patterns d'un point de vue usage qui restent des patterns SSH. Hein, il ne s'agit pas de remplacer un client SSH par un client web, il s'agit vraiment de remplacer le protocole de communication SSH par un protocole de type HTTP3. Et donc, en fait, pouvoir faire du port forwarding, pouvoir faire du certificat X509, etc., etc. Un autre intérêt, c'est qu'à travers des règles WAF, des règles firewalling un peu mouf, etc., enfin tout ce qu'on sait faire sur du HTTP, on a la possibilité de gérer de façon extrêmement fine les requêtants, les clients qui veulent requêter une connexion, qui veulent solliciter une connexion SSH. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même un truc qui est assez prometteur pour les décennies à venir. Mais encore une fois, c'est tout frais, hein, ça a 1 mois et demi d'existence. Voilà. En tout cas, merci à tous. Ouais, merci pour votre écoute. Vous avez le QR code de Open Feedback. Si vous voulez nous mettre un feedback, soyez honnête. C'était nul, c'était bien, il manque des choses trop rapides, trop complexes. Nous, on est preneurs de tous les feedbacks. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose quand vous êtes venu ici. Vous n'avez pas dit SSH, je connais par cœur et j'ai rien appris. C'est peut-être le cas. Hein. Mais on est preneurs et on a 1 minute 25 de questions, peut-être une question ou deux si vous avez. Est-ce que vous avez des questions? Bon, après, c'est du SSH, hein, c'est quand même un truc... Non, mais on va dire que s'il n'y a pas de questions, on ne défriche pas. Hein. On a oui bien... Probablement, mais encore une fois, l'implémentation est vraiment hyper early stage. Enfin voilà, la doc dit partout, c'est pas de la production, faites attention. Donc pour l'instant, c'est pas encore fait. Hein. Après, oui, en toute logique, tu vois, c'est appelé à remplacer SSH2. Alors le modèle de sécurité, d'un point de vue protocole, je pense pas. Puisque grosso modo c'est plus du tout le même protocole, donc de toute façon le serveur SSH2 il écoutera en TCP/IP, tu vois. Donc d'un point de vue protocolaire, non, il faudra une rupture de protocole ou une gateway ou un truc comme ça. Par contre, je pense qu'en termes de méthode d'authentification, la portabilité devrait être relativement simple
dans la mesure où on conserve quand même certains modèles de sécurité. Les modèles clé privée, clé publique persistent, et puis ça s'appuie sur des standards. Donc je pense qu'une fois que l'implémentation serveur est faite, je veux dire, le portage d'un point de vue Git, par exemple, à un modèle d'authentification SSH3, qui veut rester d'un point de vue empreinte système, c'est-à-dire qu'en fait, le non-host, il va continuer à exister, le authorized key va continuer à exister, enfin, tout ce modèle-là, en fait, continue à exister dans la spec SSH3. Donc, en toute logique, le portage devrait être assez léger. On a fini. Merci donc, beaucoup. Si vous voulez échanger avec nous, on sera dans le coin. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'aller voir le talk Pulumi sur